Cet ordinateur appartient à un homme nommé. Il a 60 ans et réside dans le Maryland, aux États-Unis. Il utilise cet ordinateur pour ses besoins personnels. Mais depuis aujourd'hui, il l'utilise également pour son travail. Un travail très sensible, un travail extrêmement sensible. Il crée un dossier, il contient plusieurs fichiers, les outils de son métier. On est en 2010. On ne peut pas vous montrer le contenu de ce dossier et on ne peut pas révéler le nom du propriétaire. Si on le faisait, vous disparaîtriez, probablement. L'homme appelé est un hacker. Depuis 4 ans, il travaille pour une unité d'élite au sein de l'Agence nationale de sécurité des États-Unis. Son travail est top secret, soumis à des restrictions très strictes. Il est bien rémunéré, mais il y a un problème. Se former et améliorer ses compétences, c'est difficile. Les meilleurs espions ne sont pas autorisés à se lancer dans des aventures périlleuses pour s'entraîner. C'est pourquoi cet homme a enfreint les règles. Au travail, il a copié certains de ses outils sur une clé USB ainsi que les instructions pour les utiliser. Il a ensuite ramené la clé USB chez lui et a copié le fichier sur son ordinateur personnel. Vous pensez peut-être que c'est là que les choses ont mal tourné. Mais non. 4 années passent, le propriétaire de cet ordinateur continue de rentrer chez lui et d'utiliser ses outils d'espionnage secrets après le travail. Parfois il s'entraîne, parfois cherche des moyens de les améliorer dans l'espoir vain d'obtenir une promotion. Il ajoute de plus en plus d'outils et de documents à son ordinateur, remplissant son disque dur de documents confidentiels jusqu'à un jour fatidique en 2014. Ce jour-là, les choses ont vraiment mal tourné. Le propriétaire n'est pas le seul à avoir accès aux fichiers de cet ordinateur. Enfin, il est la seule personne à y avoir accès, mais les fichiers sont également accessibles par quelque chose d'autre. Malheureusement, nous ne pouvons pas non plus vous dire ce qui a accès à ce dossier. Vous ne disparaîtriez pas, mais vous auriez beaucoup d'ennuis. On peut juste dire que, quelque part, un serveur envoie une série d'instructions, environ 600 millions d'ordinateurs dans le monde les reçoivent, on ne sait pas combien y répondent, mais on sait que c'est le cas de l'ordinateur personnel d'un homme nommé. Cette réponse, ce petit ping, déclenche une réaction en chaîne que personne n'aurait pu prévoir. Une histoire qui résonne à travers le monde entier. Une fuite qui provoque l'une des plus grandes épidémies de cybercriminalité jamais enregistrées. Un scandale largement considéré comme l'une des plus grosses bourdes du renseignement de tous les temps. Et une avalanche d'incidents internationaux dont les conséquences se feront sentir pendant encore des décennies. Mais les scandales et les attaques ne sont même pas l'aspect le plus intriguant de cette histoire. Car ce petit événement, bien qu'il n'ait duré que quelques heures en 2014, a eu un autre effet. Il a créé le mystère informatique le plus tenace de notre époque, le mystère des Shadow Brokers. Le groupe de hackers apparu de nulle part qui a provoqué ce qui est peut-être la plus grande catastrophe de cybersécurité jamais vue avant de disparaître. Personne n'en avait entendu parler auparavant, ni depuis. À l'époque, personne n'avait la moindre idée de qui ils étaient. Comment est-ce arrivé ? Qui a vraiment accédé à cet ordinateur ? Quel rôle a-t-il joué dans le chaos qui a suivi ? Voici l'histoire des Shadow Broker Leaks, le tournant décisif de l'histoire après lequel il n'y a plus eu aucun retour en arrière. Tout commence par un acronyme, TAO, Tailored Access Operations. C'est l'ancien nom de l'unité d'élite de hackers de l'Agence nationale de sécurité américaine. Pendant longtemps, la TAO a eu un statut quasi mythique dans le domaine de la cybersécurité. Elle était intouchable, introuvable, juste une rumeur derrière certaines des opérations d'espionnage les plus secrètes jamais menées. Aujourd'hui, le mystère est largement évaporé. Entre les lanceurs d'alerte, les fuites, les mémoires, les documents déclassifiés et les enquêtes menées par des tiers, le secret n'est plus de mise depuis longtemps. On sait que le prototype de TAO a été créé à la fin du XXe siècle. Son précurseur, c'était la Red Team, constituée par la NSA en 1997 pour mener l'opération Eligible Receiver, un exercice destiné à tester les réseaux militaires et civils américains et évaluer les dégâts que pourraient causer quelques pirates déterminés. Résultat, de gros dommages. Dans cet exercice, la NSA a ridiculisé toute la cybersécurité du ministère de la Défense. Si la Red Team avait été autorisée à aller jusqu'au bout, elle aurait paralysé l'ensemble de l'armée américaine et elle a failli y parvenir. D'une part, cela a prouvé que le ministère de la Défense devait vraiment investir dans la cybersécurité, mais l'effet secondaire était encore plus important. L'exercice a montré qu'une équipe de hackers capable de passer à l'offensive, c'est un atout précieux. Et c'est pourquoi plusieurs personnes clés de la NSA ont fait pression pour que cette équipe voie le jour. Au début, il s'agissait d'un groupe informel de personnes affectées à différentes branches. Au cours des derniers mois de l'année 2000, ils ont été regroupés en une seule unité et ont reçu leur nom emblématique.
Puis le 11 septembre a frappé. Les dépenses militaires ont augmenté, les budgets des agences de renseignement ont explosé, entraînant un afflux de nouveaux effectifs. Et pendant cette période, aucune unité n'a plus gagné en puissance ni grandi que TAO. En quelques années, elle comptait des centaines de personnes. Elle travaillait dans le repère de hackers le plus avancé du monde, le Centre des technologies d'opération d'information de la NSA. Elle formait le noyau de ce centre, mais elle n'était en aucun cas la seule unité à y travailler. En fait, il y a 3 choses que vous pouvez faire avec votre équipe de hackers. L'une d'entre elles, c'est la défense des réseaux informatiques. Des opérations défensives visant à sécuriser vos réseaux et à s'assurer que personne ne s'y introduit. Ça a longtemps été considéré comme la mission la plus importante de la NSA. Après tout, il s'agit d'une agence de sécurité. Une grande partie de ses efforts a été consacrée à la protection des canaux de communication entre les plus hauts responsables américains. TAO n'a pratiquement pas participé à ces efforts. Une autre mission de la NSA consistait à mener des cyberattaques, car avec les compétences adéquates, les pirates informatiques peuvent également mener des attaques contre les réseaux informatiques. Il s'agit en fait de guerre électronique avec quelques étapes supplémentaires. Vous brouillez, détruisez ou effacez les systèmes de l'ennemi, la cyberguerre classique que les gouvernements ont commencé à explorer dans les années 90. Cependant, ce n'était pas non plus la raison pour laquelle la NSA avait besoin de TAO, car il existe un 3e type de piratage, l'exploitation des réseaux informatiques. C'est là que les choses deviennent vraiment effrayantes. L'idée n'est pas de détruire les systèmes ennemis, mais de les exploiter à vos propres fins. S'y introduire, y rechercher des informations, les retourner contre leurs propriétaires. C'est pourquoi comparer TAO à la plupart des groupes de hackers n'est pas tout à fait juste. Les attaques régulières ne sont pas quelque chose que TAO faisait vraiment souvent. L'exploitation, en revanche, c'était la raison d'être de cette équipe. C'est ce qui la distinguait de ses concurrents. TAO recevait une cible, puis attendait patiemment pendant des mois, voire des années, à la recherche du meilleur moyen de s'y introduire. TAO travaillait indirectement, en explorant toutes les voies disponibles, même si elles semblaient improbables. Et une fois la bonne voie d'accès trouvée, les pirates ne se précipitaient pas pour l'exploiter, ils préféraient plutôt la renforcer, mettant en place l'infrastructure nécessaire pour rester à l'intérieur aussi longtemps que nécessaire et faire preuve de persistance. Le saint graal des opérations de cyberespionnage. Et puis une fois que le personnel de TAO connaissait les systèmes de l'adversaire comme leur poche, une fois que le chemin était avéré sûr et indétectable, la surveillance commençait. Les pirates informatiques passaient au crible toutes les données disponibles sur le réseau piraté. Ils surveillaient le trafic, ils récupéraient tout ce qui semblait même vaguement intéressant. Ils installaient des portes dérobées pour une utilisation future et s'assuraient que la cible ne puisse rien faire pour s'en débarrasser. L'unité devenait alors un œil invisible qui pouvait tout voir, planant au-dessus de toute personne dont le gouvernement américain pensait qu'elle méritait ce traitement, amis ou ennemis. Au milieu des années 2000, c'est exactement ce que TAO a fait à pratiquement tout le gouvernement mexicain, dans le but de donner aux États-Unis un meilleur aperçu du trafic de drogue au Mexique. À la fin des années 2000, elle a infiltré le géant technologique chinois Huawei. Ce qui a commencé comme une tentative de découvrir si l'entreprise avait des liens avec le gouvernement s'est terminé par l'utilisation par TAO de portes dérobées dans les équipements de Huawei à des fins d'espionnage au-delà des frontières chinoises. Au milieu des années 2010, le groupe a lancé peut-être le plus ambitieux de ses projets connus, l'opération Treasure Map. Il s'agissait d'une tentative de cartographie avec précision l'Internet afin de pouvoir surveiller n'importe quelle cible dans le monde, à tout moment. Imaginez une seconde, l'ampleur de cette opération. La NSA a tenté de cartographier tout ce qui était connecté au World Wide Web, tout. Des millions de réseaux locaux à travers le monde. Des centaines de millions de serveurs, des milliards de connexions, avec des milliards et des milliards de personnes qui pourraient être tracées grâce à leurs appareils. Chaque utilisateur d'Internet, chaque appareil, chaque connexion, chaque bit de données transmises. L'ambition de la TAO, c'était de détecter, cataloguer et mettre à jour ces données en temps réel, donnant ainsi à la NSA une vue d'ensemble du monde entier. Comme vous pouvez le constater, TAO n'était pas un groupe de hackers ordinaires. Elle était même un cran au-dessus des autres pirates d'État. C'était la NSA qui essayait de jouer à Dieu. Et voici le plus effrayant. Très peu d'opérations de la TAO ont été détectées. Stuxnet l'a été. Elle a terrifié le monde entier en 2010 après que les choses aient échappé à tout contrôle. Et beaucoup la considèrent encore comme l'arme cybernétique la plus avancée qui ait jamais existé. Mais les autres, la grande majorité des opérations lancées par TAO, se sont poursuivies pendant des années, voire des décennies, sans que personne ne s'en aperçoive. La raison pour laquelle on peut en parler aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un a surpris la NSA en flagrant délit. C'est parce que ses propres employés ont décidé que l'agence était allée trop loin. Les lanceurs d'alerte. Mais avant d'en parler, prenez le temps de liker et de vous abonner. On travaille dur pour réaliser ces mini-documentaires sur le piratage informatique et un peu d'engagement pousserait l'algorithme à partager notre travail avec davantage de personnes intéressées par le sujet. Merci.
Jusqu'en 2013, l'unité Tailored Access Operations était à peine plus qu'une rumeur. Les gens savaient qu'elle existait, elle était même parfois mentionnée dans la presse, mais à part ça, tout n'était que spéculation. La portée, les méthodes et même l'objectif de cette organisation secrète étaient largement inconnus, et les quelques informations disponibles étaient souvent tout simplement erronées. À cette époque, environ 1000 personnes travaillaient pour TAO. Mais il ne s'agissait pas seulement d'employés réguliers de la NSA. Leur champ d'action s'était tellement élargi qu'il fallait faire appel à une aide extérieure. La NSA a commencé à recruter des sous-traitants. Il s'agissait de professionnels de cybersécurité ayant une expérience préalable dans des agences de renseignement. Si vous étiez un hacker expérimenté travaillant pour une entreprise réputée et que vous aviez déjà travaillé à la CIA ou dans une agence similaire, vous aviez de bonnes chances de décrocher un contrat lucratif pour 1 ou 2 projets. Fallait obtenir une habilitation de sécurité, ce qui n'était pas une mince affaire en soi. Vous deviez signer un accord de confidentialité très strict. Donc prononcer ne serait-ce qu'un mot sur quelque chose de classifié vous exposerait à la vengeance de tout le système judiciaire américain. Et là, vous seriez embauché. L'une des personnes qui a vécu cette expérience, c'est un homme dont vous avez sans doute entendu parler, Edward Snowden. Selon certaines sources, il aurait reçu une offre pour devenir employé de la TAO, mais il a refusé. À la place, il a été embauché par une société de renseignement privée sous contrat avec la NSA. L'histoire de Snowden est trop longue pour cette vidéo. On y reviendra peut-être dans les prochains épisodes de No Rollback. Ce qui importe vraiment, c'est qu'après seulement quelques mois de travail sur des programmes de surveillance classifiés, il a décidé que le monde devait savoir ce qui se passait réellement derrière les portes de la NSA. Il a contacté un petit groupe de médias réputés et leur a envoyé une mine de documents qu'il avait récupérés auprès de la NSA. C'est ce qui a ouvert les vannes. Plusieurs autres personnes issues de divers services de renseignement ont profité de la confusion qui a suivi pour divulguer leurs propres données. En l'espace de quelques mois, la surveillance mondiale menée par les États-Unis est passée du statut de rumeur à celui de fait avéré. Les informations sur TAO et son exploitation du réseau ont été au cœur de cette tempête médiatique. Les fuites contenaient des informations top secrètes sur cette unité. Des listes des outils qu'elle avait développés et utilisés, des informations limitées sur certaines opérations qu'elle avait menées à bien, emails, conversations, catalogues, présentations PowerPoint complètes dans lesquelles les employés rendaient compte du succès de leur campagne de piratage. Snowden a obtenu l'asile diplomatique en Russie. Les autres lanceurs d'alerte, eux, n'ont jamais été retrouvés. Les discussions sur l'éthique de la surveillance américaine et les projets de la TAO ont explosé. Certains membres du gouvernement américain les défendaient, quand d'autres admettaient que l'agence était allée trop loin. Cependant, alors que certains voyaient leurs pires craintes confirmées, d'autres ont commencé à chercher des opportunités. Après ces fuites, détecter les traces de la TAO est soudainement devenu beaucoup plus facile. Non seulement les gens savaient ce que les agences de renseignement américaines faisaient, mais elles savaient aussi où les trouver. Les chercheurs en cybersécurité ont soudainement réalisé qu'ils avaient peut-être même une chance d'attraper TAO quand elle s'approchait de ses cibles. Plusieurs entreprises et organisations ont tenté de le faire. L'une de celles qui ont réussi, c'était la plus célèbre société russe d'antivirus, Kaspersky. En 2015, elle a publié un rapport détaillé sur ce qu'elle a appelé l'Equation Group, un groupe malveillant hyper avancé disposant d'une collection inédite d'outils de piratage sophistiqués. Le rapport ne mentionnait pas explicitement la TAO, la NSA, ni même les agences de renseignement américaines. Mais les liens étaient évidents. Le rapport contenait les noms des outils utilisés par Snowden, ainsi que des liens vers d'autres fuites. Et bien sûr, il y avait cette illustration. Même s'ils auraient pu, Kaspersky n'a pas surnommé la TAO Death Star, Empire Strike, ni même Droid Swarm. Il l'a plutôt appelée Equation Group. Quand d'autres collectionneurs de hackers les baptisaient d'après des ours, des tigres et des typhons, Equation Group, ça semblait inoffensif, presque ennuyeux. Mais voici comment Kaspersky a trouvé l'inspiration pour ça. Selon le rapport, Equation Group avait pour habitude d'utiliser des algorithmes mathématiques incroyablement complexes pour chiffrer son trafic et ses programmes. Ce que peu d'autres hackers avaient la patience ou les compétences nécessaires pour faire. Il devenait vraiment évident que celui qui se cachait derrière ce groupe employait de nombreux informaticiens et ingénieurs talentueux. Le mot « équation » apparaissait même assez souvent dans le nom de leurs outils, d'où le nom Equation Group. Les révélations de Snowden ont donc permis au grand public de découvrir l'existence de TAO, lui ont donné un nom familier et l'ont rendu beaucoup plus facile à repérer. Dans le jargon de la cybersécurité, ça a donné à l'unité Tailored Access Operations de la surface d'attaque. Et quand il y a de la surface, une attaque n'est qu'une question de temps. Le 13 août 2016, sur un site web qui s'appelait alors Twitter, quelqu'un a publié ceci. Des comptes portant le même nom ont publié des messages similaires sur Tumblr, GitHub et Pastebin. Sur certaines plateformes, un message plus long était joint.
Mettre aux enchères les meilleurs fichiers. D'accord. Mais avant d'y venir, il y a beaucoup à dire sur ce court message. Tout d'abord, le nom, The Shadow Brokers. Il fait référence à un jeu vidéo de science-fiction appelé Mass Effect, dans lequel Shadow Broker est une entité qui traite des informations extrêmement sensibles, un marchand intergalactique de secrets si vous voulez. Ensuite, le langage. C'est pas de l'anglais correct, mais c'est pas non plus de l'anglais approximatif typique. On dirait que quelqu'un a fait exprès de caricaturer la langue d'un locuteur non natif. Et enfin, Twitter. En tant que plateforme, ça n'avait pas la réputation d'être fiable ni de publier des informations provenant de sources fiables, même à l'époque. À première vue, ça ressemblait à un troll. Mais ce n'était pas le cas. Le message sur Pastebin contenait plusieurs liens. En les utilisant, on pouvait télécharger 2 archives zip protégées par mot de passe. Le mot de passe de l'une d'entre elles était fourni. L'archive contenait des exploits, des outils de piratage, Extra Bacon, Epic Banana, JetPlow. Alors oui, si on s'en tient strictement à ces noms, tout ça ressemble toujours à une tentative de troll. Mais les outils fonctionnaient réellement. Les exploits ont permis aux pirates de contourner des pare-feux de niveau industriel, les équipements spécialement conçus pour les empêcher d'entrer. Ça ressemblait vraiment à quelque chose développé par un acteur malveillant très avancé. C'était pas une arnaque. Et la deuxième archive, celle sans mot de passe, contenait apparemment quelque chose d'encore plus puissant. Une brève explication le décrivait comme étant meilleur que Stuxnet, et promettait de vendre le mot de passe aux enchères, au plus offrant. Il y avait l'adresse d'un portefeuille Bitcoin et des réponses à quelques questions urgentes qu'un acheteur potentiel pourrait se poser. Les auteurs de la fuite n'avaient pas précisé la date de fin des enchères ni déclaré aucun objectif financier, et promettaient de garder tout l'argent envoyé pour eux, même si votre enchère ne gagnait pas. Cependant, ils promettaient également de rendre tous les fichiers accessibles gratuitement au public si la somme totale récoltée dépassait 1 million de bitcoins. Environ 1,5 milliard de dollars à l'époque. C'était beaucoup. Un 16e de tous les bitcoins existants en 2016. Une somme d'argent presque impossible à imaginer. Mais si ça en valait la peine, se pourrait-il que quelqu'un ait vraiment piraté la TAO ? La question a pris le monde par surprise. Les gens ne savaient pas quoi en penser. On pourrait penser que s'il y avait une fuite de cette ampleur, elle aurait été traitée avec un peu plus de dignité. Après tout, Snowden avait envoyé ces informations à des journalistes réputés qu'il avait soigneusement sélectionnés, au lieu de simplement les publier sur les réseaux sociaux. Si elle était avérée, cette fuite serait plus importante que celle de Snowden, mais elle avait été faite par quelqu'un qui semblait être un joueur lambda sur Twitter. Et ça faisait une super histoire. L'énigme parfaite, agrémentée d'une touche de culture internet façon Anonymous. Peut-être que Shadow Brokers était vraiment une équipe de hackers minables vivant dans une cave, comme dans les films, ou de super espions étrangers cachés derrière une obfuscation magistrale. Les médias se sont régalés. Les articles contenant des conjectures et des spéculations abondaient, et bien sûr, chaque expert en herbe sur Twitter avait une explication contradictoire pour tout. Le buzz était là, mais malgré tout, il manquait quelque chose. Tout le monde pouvait voir combien d'argent avait été déposé sur le compte Bitcoin lié. Et c'était pas beaucoup. Les gens hésitaient à envoyer leur argent aux Shadow Brokers, et apparemment, ça les a mis en colère. Le compte a donc commencé à publier des messages énervés, ce que les Shadow Brokers adoraient faire. Les messages suivants n'étaient pas des fuites, mais des divagations racistes à peine cohérentes, des fanfictions érotiques mettant en scène des responsables américains, des accusations selon lesquelles les médias grand public tentaient de dissimuler leur histoire. S'agissait-il d'une tentative pour attirer davantage l'attention ou simplement de convaincre les enquêteurs que les Shadow Brokers étaient une bande d'ados rebelles, sans rien dans la tête ? Peut-être un peu des deux. Dans la 3e diatribe, ils ont abaissé le plafond de l'enchère à seulement 10 000 bitcoins. Et dans la 4e, ils ont divulgué une nouvelle série de fichiers top secrets. Ce message s'en prenait à Joe Biden, alors vice-président des États-Unis, qui avait promis que la CIA réagirait à l'ingérence russe dans les élections. Cette nouvelle fuite n'avait rien à voir avec des exploits. Le fichier contenait bien sûr des références à certaines d'entre elles, mais il contenait également des informations sur des centaines de domaines et d'adresses IP des victimes des Question Group. Vous pouviez clairement voir ce que TAO avait attaqué, quel proxy il avait utilisé, et démêler l'ensemble de ses opérations. On aurait dit une super campagne promotionnelle. Les Shadow Brokers venaient de montrer qu'ils étaient plus que légitimes, qu'ils avaient réellement accès aux secrets de la NSA. Mais les acheteurs potentiels restaient hésitants, alors les Shadow Brokers ont changé de tactique. Ils se sont créés un compte sur une plateforme du dark web appelée ZeroNet, et ont commencé à vendre les fichiers séparément, entre 10 et 100 bitcoins par exploit, et plusieurs centaines pour les frameworks de piratage.
Et bien que ça n'ait pas attiré autant d'attention que leurs précédentes diatribes, c'est là que les choses sont devenues encore plus sérieuses. Parmi les fichiers désormais en vente figuraient Denderspritz et Fuzzbunch, des plateformes complètes conçues sur mesure pour l'infiltration. Ils comprenaient des exploits décrits dans les fichiers Snowden, des exploits qui feraient transpirer n'importe quel analyste en sécurité. C'était comme vendre des grenades à l'épicerie du coin. Si ces outils venaient à atteindre une plus large base d'utilisateurs, s'ils tombaient entre les mains de pirates peu expérimentés, le monde allait brûler. Par coïncidence, à peu près au même moment, de nombreuses grandes entreprises ont commencé à corriger frénétiquement leur système. Microsoft a reporté la publication de ses correctifs habituels du mardi et a publié une mise à jour massive quelques semaines plus tard. D'autres ont fait de même comme s'ils savaient que quelque chose se préparait, ou plutôt comme si TAO les avait soudainement informés de toutes les vulnérabilités qu'ils avaient découvertes et gardées secrètes. Les failles qui pourraient bientôt être rendues publiques. En janvier 2017, les Shadow Brokers ont publié un autre message, se plaignant du manque d'attention et promettant de disparaître, pour revenir 3 mois plus tard et râler à nouveau. Ce message a été publié peu après le début du premier mandat de Donald Trump et de son annonce d'une frappe militaire contre la Syrie, une frappe qui visait une base militaire russe dans ce pays. Ce message était encore plus virulent que les autres, reprenant pratiquement toutes les théories du complot qui aient jamais existé. Il admettait également que la vente aux enchères était un échec. À ce moment-là, seule une dizaine de bitcoins avaient été déposés sur le portefeuille. À peine assez pour payer un seul des exploits que les Shadow Brokers essayaient de vendre. À la fin, sous les insultes, les théories du complot et les appels au génocide, il y avait un mot de passe. Un mot de passe pour l'un des 2 fichiers téléchargés en août 2016. Celui que les Shadow Brokers avaient promis de publier pour $1 demi-milliard, gratuit maintenant. Tout ce qui avait été promis, ce qui était en vente sur ZeroNet et plus encore. Des outils pour pirater presque tous les systèmes imaginables. Contourner presque toutes les défenses que l'argent peut acheter. De Windows aux systèmes d'exploitation ultra spécialisés, des pare-feux industriels aux logiciels antivirus les plus populaires, des imprimantes grand public aux serveurs massifs qui assurent le fonctionnement d'Internet, le tout à portée de clic. Et comme si ça ne suffisait pas, une semaine plus tard, un autre dump intitulé Lost in Translation, encore plus effrayant. Il contenait une multitude d'outils, spécialement conçus pour pirater les ordinateurs Windows. Il comprenait également une suite complète d'outils créés par TAO pour infiltrer SWIFT, le système bancaire international, et pour la première fois dans l'histoire des Shadow Brokers, des notes opérationnelles. Des PowerPoint rendant compte du succès des opérations de piratage menées par la NSA, avec les noms de leurs pirates informatiques clairement indiqués. Comparé à ces 2 dernières fuites, les révélations de Snowden semblaient insignifiantes. C'est une chose de révéler au monde entier que la NSA dispose d'armes ultra puissantes, mais c'en est une autre de mettre ces armes complètes entre les mains de tous les cybercriminels, gratuitement. Les grenades n'étaient plus vendues dans une épicerie, elles étaient offertes au coin de la rue, avec suffisamment d'autres armes pour équiper toute une armée. L'une des personnes qui travaillait dans le secteur de la cybersécurité à l'époque était David Kennedy, fondateur et PDG de TrustedSec. En tant qu'ancien employé de la NSA, il pouvait comprendre ce qui se passait, peut-être mieux que n'importe qui d'autre. It looked to be more and more believable as time went on. And then, we saw all the code then, get released. But I mean, it was, all hands on deck, boots on the ground. Everybody was really freaking out about this entire thing. It was mass pandemonium and mayhem that was occurring during this period of time. Parmi les outils mis à disposition, le plus célèbre s'appelait Eternal Blue, provenant du dump Lost in Translation. Il utilisait une fonctionnalité obscure du système d'exploitation Windows pour implanter un code malveillant qui ouvrait la cible sans attirer l'attention. It was essentially a master key for any Windows device in the world. Could essentially unlock it, give you access to that specific system, and then from there it would deploy a backdoor called Double Pulsar, which allowed anybody that had access to that framework to connect to that and then essentially fully compromise that entire machine. So it was essentially secret magic code that would completely exploit any fully patched Windows system at the time that went completely undetected for years and years and years. Eternal Blue est devenu célèbre car il a permis 2 des cyberattaques les plus importantes au monde. WannaCry et NotPetya. Au cours des prochains mois, 2 groupes de pirates soutenus par des États, Lazarus et Sandworm, utiliseraient cette faille pour mettre le monde à genoux, causant des milliards de dollars de dégâts et causant un préjudice très réel à des millions de personnes.
Vous vous souvenez des 3 rôles différents qu'un pirate d'État peut jouer? Défense, attaque et exploitation. Eh bien, il s'agissait d'un outil d'exploitation, un passe-partout conçu pour permettre aux espions d'entrer n'importe où sans se faire remarquer. Ce qui a suivi, c'est que des pirates se sont emparés de ces clés et l'ont utilisé pour introduire clandestinement l'équivalent d'une bombe nucléaire dans les maisons des gens, une attaque réseau d'une ampleur sans précédent. Et Eternal Blue n'était que la partie émergée de l'iceberg. You look at the Linux exploits, the Linux exploitation frameworks, the kernel exploits, like everything from start to finish was really masterfully done, and it really dealt a huge blow to our capabilities worldwide during that period of time when it was leaked. Prenez Thunderspirits par exemple. Il s'agissait d'un framework post-exploitation, un outil qui permettait essentiellement à un acteur malveillant de garder le contrôle d'un appareil cible après l'avoir piraté. Donc c'était pas un exploit, c'était une plateforme qui pouvait utiliser une multitude d'autres exploits et les appliquer là où c'était nécessaire. Avec Thunderspirits, vous pouviez rester connecté à votre cible et surveiller ses mouvements. En arrière-plan, il vérifiait régulièrement la présence de tout logiciel antivirus à neutraliser, pour le chasser comme une vulgaire mouche. Il surveillait les paramètres de l'appareil en prenant soin de dissimuler toute intrusion, vous empêchant ainsi de vous trahir accidentellement pendant que vous meniez vos activités de surveillance. Il disposait même d'un outil appelé Territorial Dispute qui vérifiait automatiquement l'appareil infecté à la recherche de traces d'autres pirates d'État connus. Et en prime, un couteau suisse d'outils d'apprentissage qui vous permettait de rejouer une attaque réelle à l'infini dans un environnement de formation. Si Eternal Blue était une clé universelle ouvrant toutes les portes, Thunderspirits serait toute une équipe d'infiltration qui est sortie tout droit d'un film de braquage, avec une camionnette blanche et un personnage comique et entièrement automatisé. Les gens ont soudainement compris non seulement comment TAO avait réussi à mettre en place ces opérations de piratage informatique inégalées, mais aussi comment il avait réussi à rester totalement indétectable pendant si longtemps. Ces outils ne permettaient pas seulement le piratage de presque toutes les cibles de la planète, ils rendaient ces piratages simples et infaillibles. In the private sector, in the civilian space, we don't typically see everything that happens from a cyber warfare perspective. The United States is hacking into China and Russia and North Korea and Iran, and vice versa. You know, China, Russia, North Korea, Iran are hacking into us. And so there's this kind of secret underground cyber war that's going on at all times for different purposes and capabilities, whether it's intelligence gathering, intellectual property theft. North Korea specifically goes after targets so that they can get things like ransomware to produce money for the regime itself. And so this was one of the biggest glimpses that we've ever had into how these actual groups operate and how they conduct their operations. And more specifically, aside from the code, it gave a lot around how they did their infrastructure, where they set their infrastructure up at, key personnel that were actually involved in conducting these types of operations, things that are heavily classified and very specific to our missions to be able to conduct those worldwide. Les Shadow Brokers avaient fait autre chose avec les informations dont ils disposaient. Ils n'avaient pas seulement divulgué des notes opérationnelles contenant les noms des employés de la TAO. Parfois, ils ont même pris contact avec ces employés, directement sur Twitter. Malware Jake, de son vrai nom Jake Williams, est un chercheur en cybersécurité bien connu, qui analysait régulièrement les données divulguées par les Shadow Brokers. Et ce tweet lui était directement adressé. I was actually teaching for SANS at the time. Teaching exploit development. How ironic, right? But their exploit development class. Ironically, I was sick. I was down in Orlando, that's the biggest SANS conference of the year. I actually remember, was running a fever. I'd actually asked SANS, can you replace me with another instructor? And because it was exploit development, the answer was no. We just don't have enough people to backfill and shuffle. They're like, go ahead and teach and see if you can make it through. And so I just gotten done teaching a bad day bad day because of being sick. I remember going to bed that evening maybe at midnight. I woke up at maybe 4 a.m. and saw back in the day the Twitter app used to have the number of notifications, be the bird with a number on it, up to 99, and then it said 99 plus, and then I'm I went to bed for 4 hours in the middle of the night Eastern time. And I woke up to 99 plus. This can't be good. Comme beaucoup d'anciens employés du gouvernement, Jake avait un petit trou dans son CV. Pour un temps, il a travaillé pour TAO, dans le plus grand secret, où il a développé les exploits que les Shadow Brokers ont divulgués. Maintenant, l'implication de Jake dans Equation Group avait également été révélée. 6+ months into this, but they never outed somebody by name and made specific claims about them. And I said, look, I still had a top secret clearance at the time. I said, I don't know how the government's going to handle this, right? For all I know, somebody's going to show up here and drag me away or something. So that whole yesterday when you said there's not a plan, or not a plan, there's not an easy plan to go and
and start replacing instructors, you better think careful about that, because that may be out of our hands here. Et Jake n'était pas le seul. Au cours des mois suivants, les Shadow Brokers ont pris l'habitude de s'adresser aux chercheurs qui analysaient leurs fichiers et qui tentaient de protéger le monde contre les exploits divulgués. Le compte Twitter les dénonçait, se moquait d'eux et parfois les menaçait de divulguer leurs infos personnelles. So my new claim to fame is to have been called a fun guy by the Shadow Brokers recently. En plus des informations personnelles contenues dans les fichiers divulgués, cette mise en lumière a eu un impact considérable. Les Shadow Brokers contrôlaient une quantité énorme d'informations. Et à tout moment, ils pouvaient utiliser ces informations contre les chercheurs en cybersécurité, les mêmes personnes qui tentaient d'atténuer les dégâts causés par ces fuites. Qu'a fait ce groupe énigmatique avec tout ce pouvoir? Comment l'ont-ils exploité? Eh bien, ils n'ont rien fait. N'oubliez pas, votre mot de passe et le dump lost in translation ont été le point culminant de l'activité du Shadow Broker. Et tout a commencé à décliner à partir de là. En juin, peu après que WannaCry ait frappé le monde entier, les Shadow Brokers ont annoncé un service de fuite d'informations sur abonnement, promettant une nouvelle fuite chaque mois, pour finalement ignorer leurs promesses et ne rien divulguer. Quelques autres diatribes ont suivi, insultant les analystes, les journalistes et les politiciens, augmentant le prix des dumps mensuels qui sont jamais venus. Et c'est tout. Octobre 2017, ça a été la dernière fois qu'on a vu les Shadow Brokers. Ils ne sont tout simplement jamais revenus. Les 10 bitcoins que quelqu'un leur a versés ont été retirés et blanchis sans laisser de traces. Le compte est juste devenu silencieux. Le groupe de hackers le plus mystérieux de l'histoire a tout simplement disparu, sans jamais dire au revoir. Le monde doit maintenant se relever et essayer de comprendre ce qui s'était passé. On a passé beaucoup de temps à explorer comment TAO était l'une des organisations de piratage les plus puissantes au monde, voire la plus puissante. Qui aurait pu être assez ingénieux et intelligent pour les infiltrer? Est-ce qu'on va seulement commencer à percer ces mystères au cours de notre vie? Oh, 100%. It's Russia. It's 100% Russia. I've had people come back to me repeatedly, and I'm sure a couple of them are going to watch this and be like, "You're outing what I told you." And it's like, nope, because I've heard it from so many different people at this point who have back-channeled me information and said, we know who the Shadow Brokers specifically are, right? And it's not who you'd expect, and it's not, I've heard even detailed down to, I'm yet to get a specific name, but information that could very quickly lead me to a name. Okay, cool. Mais peut-on confirmer les informations de Jake d'une autre manière? Peut-on vraiment trouver des preuves de l'identité des Shadow Brokers? Eh bien, oui, c'est possible. Vous voyez, les Shadow Brokers restent un mystère non pas parce qu'on n'a aucune idée de leurs origines, c'est un mystère parce que certaines pièces du puzzle manquent. Cependant, beaucoup d'autres pièces sont là si vous êtes prêt à creuser suffisamment profondément. Par exemple, certains éléments sont des employés de TAO qui ont été accusés de mauvaise gestion de documents classifiés au moment des fuites. L'un d'eux s'appelle Harold Thomas Martin III, un sous-traitant travaillant pour Booz Allen Hamilton, la même entreprise qui employait Edward Snowden. Entre 2012 et 2015, Martin a été engagé par la NSA et a soutenu le travail de Tailored Access Operations. En août 2016, quelques jours seulement après la première publication de Shadow Broker, sa maison dans le Maryland a été perquisitionnée par le FBI. À l'intérieur, les agents ont trouvé 50 téraoctets de données classifiées. Martin les avait illégalement soustraites de son lieu de travail et conservées chez lui, dans son garage. Il s'est avéré qu'il avait un côté accumulateur compulsif qui collectionnait exclusivement des documents classifiés. Du moins, c'est ce qu'il a dit au tribunal. En réalité, il n'a même pas été arrêté par le FBI ou la NSA, il n'avait pas découvert son passe-temps. Les agents ont été informés par nul autre que Kaspersky, la société russe de cybersécurité. À un moment donné, Martin les a contactés et leur a proposé de leur vendre toutes les données classifiées qu'il détenait. Certains prétendent qu'il avait même commencé à apprendre le russe, prévoyant de suivre les traces de Snowden dès que la vente serait conclue. On sait aujourd'hui que Martin n'était pas les Shadow Brokers. D'une part, le compte Twitter a continué à publier longtemps après son incarcération. De plus, les enquêteurs ont déterminé qu'il n'avait jamais ouvert la plupart des fichiers qu'il avait volés. Il les avait simplement gardés et stockés pour des jours difficiles. Mais ça ne signifie pas qu'il n'avait rien à voir avec les Shadow Brokers. Car à l'époque, une autre histoire intéressante se déroulait dans le Maryland. En 2016, on ne sait pas exactement quand, le FBI a arrêté un autre employé de la NSA. Il s'appelait Nga Wangpo, et c'était un hacker chevronné avec plus de 10 ans d'expérience dans des missions secrètes pour le gouvernement. Heureusement, on n'est plus en 2010, on n'a donc plus besoin de censurer son nom. Donc le connaître ne va pas vous causer de problème. Contrairement à Martin, Faux n'était pas un entrepreneur, il travaillait directement pour la TAO depuis 10 ans.
Comme l'ont révélé les documents judiciaires, il n'était pas vraiment satisfait de son poste. Et il voulait vraiment obtenir une autre promotion avant de prendre sa retraite. Donc, il emportait chez lui des informations confidentielles de la NSA sur son ordinateur perso, il s'entraînait avec et cherchait des moyens de les améliorer. Peut-être qu'il rejouait des opérations passées dans le sandbox de Dundersprit ou faisait quelque chose de similaire avec les autres outils, mais son ordi perso avait autre chose d'installé, Kaspersky Antivirus. Qu'on le veuille ou non, Kaspersky c'était l'outil de sécurité à l'époque. Pas tellement maintenant, mais à l'époque, beaucoup de chercheurs en cybersécurité vantaient son efficacité. Peut-être que Poe voulait une protection supplémentaire pendant qu'il s'entraînait. Mais si les antivirus modernes sont aussi efficaces, c'est qu'ils utilisent une technique appelée analyse heuristique. En gros, le programme analyse en permanence les fichiers présents sur l'ordinateur et les compare à certaines signatures de malware que la société a collectées par le passé. De temps en temps, la base de données est mise à jour avec de nouvelles signatures, ce qui signifie que le serveur de l'entreprise envoie régulièrement des requêtes pour rechercher un code particulier associé à un malware et recueille des informations sur l'endroit où il a été trouvé. Un jour, l'antivirus Kaspersky, installé sur l'ordinateur de Poe, a reçu l'ordre de rechercher les signatures des outils Equation Group. Et après avoir détecté ces outils, il a envoyé un échantillon de chacun d'entre eux au serveur de Kaspersky pour une analyse plus approfondie. Comment on sait ça ? Eh bien, Kaspersky l'a admis. Voilà ce qui s'est passé. En octobre 2017, un agent des services secrets israéliens, dont l'identité n'a pas été révélée, a déclaré aux médias que quelques années auparavant, Israël avait piraté Kaspersky Lab. Selon cet agent, son unité, en temps réel, a observé comment Kaspersky ajoutait des signatures TAO à sa base de données et les envoyait, pingant des ordinateurs dans le monde entier à la recherche de ces outils de piratage. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On ne le sait pas. Mais Kaspersky lui-même a confirmé qu'en 2015, il avait été piraté parce qu'il appelle Duqu à un outil mentionné par les Shadowbrokers. Il est toutefois bien connu que Duqu n'était pas l'œuvre du groupe Equation. Il s'agissait d'un cadre de piratage utilisé par l'unité 8200, le corps des services secrets israéliens. En réponse aux allégations de l'officier, Kaspersky a publié plusieurs longs articles sur son blog dans lesquels il a confirmé une partie de l'incident de Poe. Il indiquait qu'en 2014, l'antivirus de la société avait effectivement détecté des signatures d'outils de piratage TAO sur un ordinateur dans le Maryland et les avait ramenés chez lui. Les employés auraient immédiatement supprimé les fichiers. Il est intéressant de noter que, dans l'un des messages, l'entreprise a décrit l'incident comme si c'était produit en 2014 et a déclaré que rien de tel ne s'était produit en 2015, contrairement à ce qu'affirme l'officier israélien. D'ailleurs, il a également fait remarquer que l'ordinateur de Poe était infecté par un virus appelé Smokebot, une porte dérobée utilisée par un cybercriminel chinois appelé Xiaolu. Ce malware aurait été téléchargé lors de l'installation d'un logiciel piraté, sur le même ordinateur que Poe utilisait pour ses escapades top secrètes. Quoi qu'il en soit, Eugene Kaspersky, le fondateur de la société, a déclaré avoir été personnellement informé de la situation et a pris la décision de supprimer les fichiers. C'est tout ce qu'on sait avec certitude. Au début et au milieu des années 2000, 2 personnes qui travaillaient pour la NSA ont accumulé chez elles des outils et des documents secrets de la TAO. Kaspersky Lab avait téléchargé ces outils auprès d'au moins l'un d'entre eux, et un autre a volontairement tenté de remettre sa collection à la société antivirus. Et il est tout à fait possible, voire très probable, qu'à un moment donné, Kaspersky ait également été installé sur les ordinateurs d'Harold T. Martin, et qu'il ait également récupéré ces données. To me, the Harold Martin looks to be kind of the closest one that we know of during that period of time. You know, he wouldn't necessarily be needing to actually access those or use those in any way, shape, or form. Could have been exfiltrated without him actually doing it. So that could be true. I mean, all ties definitely point to Kaspersky being the central point of kind of ground zero where this all occurred from. And that doesn't mean that maybe, you know, Kaspersky itself, the entire corporation, was involved in this specific area. You know, they might have had key employees that worked in the heuristics, you know, department of Kaspersky that also have great ties with the Russian government. I mean, being largely based out of Russia, you'd assume, you know, being a large security company, one of their top security providers in that country, that they have very good ties with the government. I would assume, you know, what probably happened is they had a number of employees there that worked there, saw these tools, saw that was from, you know, a specific advanced persistent threat, you know, most specifically a nation state, and then leak those specifically to the Russian government because of that. So it doesn't mean that the entire company itself was you know under you know doing this entire thing under the cloak you know of night. Et c'est une distinction importante à faire. Le vol des outils TAO n'était pas nécessairement un acte délibéré et prémédité. Kaspersky n'avait pas besoin de travailler pour le gouvernement russe. Eugene Kaspersky a peut-être réellement donné l'ordre de supprimer les fichiers. Mais il suffirait d'un seul employé pour que les fichiers soient divulgués. Quelqu'un dont les motivations ne correspondent pas à celles de Kaspersky à l'échelle mondiale. Car quelques mois après les fuites,
le gouvernement américain a interdit les produits Kaspersky sur tous les appareils gouvernementaux. Un autre indice que l'entreprise a fait quelque chose qui a déplu au gouvernement. Mais quelles seront les prochaines étapes ? Si Kaspersky était vraiment à l'origine de la fuite, pourquoi ces données se sont-elles retrouvées sur Twitter précisément ? Le membre rebelle de Kaspersky pourrait-il être les Shadow Brokers ? Yeah, I think it's undeniable there could be a Kaspersky nexus there. I don't think that necessarily accounts for, how that data made it into Russia's hands. Like, I separate the who is it, right, from the how did they get it, right? They could have gotten it from an insider, right? Maybe my sources tell me, Jake, we know for sure it was an insider or whatever. It wasn't, okay, cool, but like the fact pattern after that data walks out the door doesn't match an insider. Ce qui correspond en revanche, c'est la situation politique mondiale. Les fuites des Shadow Brokers n'étaient pas aléatoires. Elles sont survenues à des moments précis de l'histoire, alors que les États-Unis et la Russie étaient, faute d'un meilleur terme, en pleine guerre de l'information. Attribution's hard though. It's an assessment. It's not, it's never fact-based, right? Even if threat actor came out and said, I am the Shadow Brokers, you'd still have to assess, do I believe them? So there's always assessment there. But, I look at a lot of different areas here. One, every time there was a Shadow Brokers drop, and I published about this right before they, right before they outed me. But I noted, the correlations between Shadow Brokers drops, basically that they were always immediately following some international press, and particularly Western press, that was painting Russia in bad light. Leur couverture, c'était la vente aux enchères, mais ça semblait suspect dès le départ. The whole pretext, right, was like, with the original drops, they said, oh, here's some samples, and if you want the rest, pay us a bunch of money. We're going to have this public auction where you just send us crypto, and we'll pick the highest bidder, and and it must be worth millions of dollars. That doesn't hold water. Nobody really believes that. If they wanted to go sell these exploits, like these are, they could have made millions and millions of dollars on these, selling these through exploit brokers. It was fantastically valuable material. They didn't. Si vous ne savez pas ce que sont les courtiers en exploits, ne vous inquiétez pas, on a une vidéo complète à ce sujet. Le Zero Day Market, c'est un immense réseau clandestin qui vend précisément ce type d'outils. Les Shadow Brokers auraient vraiment pu vendre tous leurs produits là-bas, gagner des sommes obscènes en quelques jours. Et on n'en aurait jamais entendu parler, ce qui indique que leur motivation n'était probablement pas l'argent. Bon, les messages le confirment également. Mais la détermination à persévérer aussi longtemps dans cette vente aux enchères puis de simplement abandonner les fichiers pour les rendre gratuits nous montre clairement que le fait de vouloir se mettre en avant et attirer l'attention était leur objectif principal. D'une part, les Shadow Brokers semblent vraiment comprendre le fonctionnement de la presse occidentale. Pendant un an, ils ont fait la une des journaux, puis se sont plaints que ces gros titres n'étaient pas suffisants. Ils ont également agi ainsi à des moments précis où une déclaration devait être faite pour détourner l'attention des médias d'une autre affaire ou simplement pour brouiller les pistes. Et ce n'est qu'une des façons dont ils ont fait la différence. The second way, though, is a little bit more subtle. This is during a time when Obama is pretty heavily calling out Russia for its state-sponsored hacking. Putin famously is like, oh no, we don't have Russian hackers. We have people in Russia like painters, and hacking is their art. And they wake up and say, oh, I'm going to go hack. And of course, nobody believes that. That's just garbage, right? But, there's a bit of, if you can turn around and say, hey, look, the US is doing it too. It's not just us, right? The US is doing it too. And simultaneously cut off, right, their tool set, that's huge. Jake n'a pas été le premier à faire le lien entre les Shadow Brokers et la Russie. En 2016, immédiatement après la première publication, Edward Snowden a souligné que les services de renseignement russes étaient les coupables les plus probables. Quant à savoir de quel service de renseignement il s'agit exactement, on n'aura probablement jamais la réponse. La Russie en compte beaucoup, et presque tous ont leur propre service de piratage informatique. Celui qui a réussi à pénétrer les systèmes de Kaspersky en premier aurait probablement procédé de la même manière. Ça expliquerait pourquoi le gouvernement américain, avec tous ses moyens de surveillance et ses services de renseignement, a été incapable d'arrêter les Shadow Brokers. Alors ils peuvent inculper autant de hackers étrangers qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas atteindre la Russie et les mettre en prison. We have the full power of the intelligence community, the intelligence apparatus, right? This is a huge slap in the face to NSA. You cannot convince me that NSA did not have a task force working around the clock, not to mention the FBI, of course, CIA with Vault 7, right? You just can't convince me they didn't have a task force on this. They may even still today, I don't know. But as a result of, there's no US person that's been charged or is behind bars or anything there. I'm just not buying that, I'm just not buying that it's
It's just an insider, right? That was, playing as a Russian. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'origine de cette fuite. Avec un degré de certitude raisonnable, on peut affirmer que les exploits ont été conservés par les employés de la NSA sur des appareils non sécurisés. Ils ont été extraits par l'antivirus Kaspersky, puis transférés au gouvernement russe, qui a décidé de les divulguer afin d'humilier la NSA. Au cours des mois et des années qui ont suivi, ces outils ont été utilisés dans d'innombrables opérations de cybercriminalité. Certaines d'entre elles menées par les services de renseignement russes eux-mêmes. Ces agences ont probablement tiré un gros profit de ces outils, même avant les fuites. Donc le scandale public ne représente peut-être qu'une fraction du préjudice total causé par le vol. La NSA a toutefois dû s'adapter. Concrètement, tout l'arsenal de la TAO a dû être reconstruit à partir de zéro, ce qui a fait reculer toutes ses activités de plusieurs années. Definitely brought me back to a lot of my old days of understanding what was kind of happening. And I was very disappointed to see it all leaked out there because those definitely hurt our capabilities here in the United States. And what ends up happening is that we have to completely rebuild and retool how we conduct our operations. So we can no longer use any of that same code anymore. We can't use the same capabilities anymore. The vulnerabilities, the actual exploits that were used to gain access to those systems are now completely burned. So we can't use those techniques anymore. And so what ends up happening is a lot more research has to go in. You have to completely, essentially rehaul how that specific group conducts their operations, which set us back several years to really conduct more operations in a similar fashion or different fashion that we saw. Et ce qui a été reconstruit n'était probablement pas aussi puissant qu'avant. Car non seulement cette histoire a montré que TAO n'était pas aussi puissant qu'elle en avait l'air, mais elle a également appris au gouvernement américain qu'il ne faut pas accumuler les vulnérabilités à des fins d'espionnage. C'est un jeu dangereux. If I were going to speculate, right, and I should be clear, this is just 100% speculation. I would suspect that they probably are leaning a bit more heavily towards disclosure for most vulnerabilities. That last kind of set there, right, subset of privilege escalation or remote code execution vulnerabilities that can be weaponized reliably, right? This is where I think there's probably been some change and probably some shift towards disclosure, right? Gravitating towards disclosure. I think previously there was a lot more voices in the room that were saying, hey, this is a critical intelligence capability, and we definitely, we're going to be the ones to use it. We'll tell you when we're ready to disclose. It's a little bit dated now, but in the early 2000s, maybe even into the early 2010s, NSA generally had this idea, and Five Eyes had this idea of NOBUS, and it stands for Nobody But Us. So basically, some of the capabilities they considered to be so advanced and so far outpacing what was publicly discussed, right? There was an assessment made, this is huge egos, right, at stake here, that nobody but us could do this kind of thing. Nobody but us could find this vulnerability. It's pretty easy to eye roll away and be like, okay, sure, Jan. Right? But at the time, that really was the prevailing thought, including when the VEP was formed. So I suspect that if I were going to speculate on one of the big changes, I think it's abundantly clear at this point that the NOBUS is that attitude is dated to the extent it was ever valid. It is no longer. On peut donc dire que les Shadow Brokers ont eu des répercussions extrêmes, tant au sein de la communauté des hackers que dans le monde entier. Ça ne semble peut-être pas évident, mais on n'a fait qu'effleurer la surface. Il y a beaucoup plus à dire sur l'impact et les conséquences de ces fuites. On abordera peut-être certains de ces aspects dans d'autres vidéos. Shadow Brokers a permis de nombreux piratages informatiques qui ont bouleversé le monde. Et No Rollback, c'est l'émission dédiée aux événements qui ont bouleversé le monde cybernétique au-delà du point de non-retour. De quel piratage voudriez-vous qu'on parle ensuite ? Laissez vos suggestions dans les commentaires et partagez peut-être aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également être intéressé par cette histoire. Merci et à bientôt dans la prochaine.